Bonjour. Donc, c'est enregistré. Souriez. Je me présente. Donc, je suis Leïla Sibi. Je suis dans l'immobilier depuis que j'ai 20 ans. J'en ai 38 aujourd'hui, même si j'en ai encore 25 dans ma tête, et j'assume. Donc, j'ai fait de la location, j'ai fait de la gestion de copropriété et je suis mandataire indépendante en transaction au sein du réseau IAD depuis à peu près 4 ans, bientôt 4 ans. J'ai une équipe que j'accompagne, que je développe. Et je fais aussi de l'accompagnement pour des personnes qui sont en dehors de mon équipe et en dehors aussi du réseau IAD. J'ai allié mes forces avec Sandrine Duhart et Patrick Pardo pour proposer un accompagnement 360 sur la partie mindset, digital et métier. Bien entendu, c'est moi qui m'occupe de la partie métier. J'ai aussi une autre compétence. Je suis maman de 3 enfants. C'est la plus belle à mes yeux des compétences. Donc 10 ans, 8 ans et 3 ans. Alors, je me débrouille pas trop mal en copropriété puisque j'ai fait 10 ans de gestion de copropriété. Donc j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et ce que je vous conseille, c'est de prendre des notes parce que ça va peut-être être complexe, surtout pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience en copropriété. Il y aura un replay, comme je le disais tout à l'heure, ce qui vous permettra de le revoir et de capter les choses que vous n'avez pas forcément bien compris. Et si jamais le replay ne vous suffit pas à la compréhension de certains points, n'hésitez pas à revenir vers moi, je me ferai un plaisir de vous éclairer. Alors, j'aimerais bien que la majorité des personnes, si elles peuvent, mettre la caméra, ce serait cool. Et ce qui serait top, c'est que je vous fasse pas un cours magistral, mais que ce soit vivant, que ce soit interactif. Donc n'hésitez pas à intervenir. Qui et tout, s'il doit partir après. Je suis désolée, Leïla, j'arrive pas du tout à la mettre la cam. Pas Moi de non plus. problème, pas de Je, problème. C'est dans la mesure du possible. je suis en train d'essayer, mais je sais que c'est pas respectueux. Je suis désolée. C'est comme vous pouvez. Alors, qu'est-ce qu'une copropriété? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Valérie, Soyez mignon. Ouais. C'est un ensemble de propriétaires dans Ouais, une résidence. c'est un bon début. Voilà. Et quoi d'autre? Ben, qui ont des parties communes, en fait. Il y a des parties communes, oui. Alors, une Plusieurs types de copropriété, copro, pardon. il y a Il peut y avoir plusieurs types de copro, effectivement. horizontal, vertical. Effectivement. Alors, une copro, c'est un ensemble immobilier au sein duquel il y a plusieurs propriétaires, qu'on appelle des copropriétaires. À partir du moment où il y en a deux, c'est une copropriété. Vous avez donc des parties communes et des parties privatives. Il y a plusieurs types de copropriétés. On a les copropriétés dites verticales et d'autres horizontales. En d'autres termes, les verticales, c'est des immeubles et les horizontales, ce sont des maisons en général. Parfois, c'est un mix. Moi, j'ai un bien en vente actuellement où on a et des maisons et des bâtiments. Hum. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'ASL ou d'AFUL? Non. Non. Oui. Ouais, c'est association syndicale libre, un truc comme ça. C'est ça. En fait, ce sont des associations foncières. Quand vous avez plusieurs copropriétés, les unes à côté des autres en général, et qu'il y a un espace commun, des équipements communs, un terrain commun, eh ben, on appelle ça soit une ASL, soit une AFUL, selon le statut juridique qui a décidé d'être monté. Donc, sachez qu'une ASL et une AFUL, c'est pas une copro, mais en termes de gestion, ça rejoint largement. Il y a un écho. Ouais, il y a un écho. euh, donc, pour revenir à une copropriété, généralement, elle est gérée par un syndic ou un syndic bénévole. Donc, c'est souvent un copropriétaire qui prend le lead et qui gère la copropriété. Est-ce que jusque-là, ça va, ça vous parle? Oui. Très bien. Pour vendre un bien en copropriété, vous devez, alors là j'ai un écho, je ne sais pas qui est-ce.
Donc, si vous pouvez éteindre vos micros quand vous ne prenez pas la parole, ce serait cool parce que là, c'est désagréable. Oui. C'est bon? Non, c'est pas bon. J'ai toujours un... Est-ce que vous êtes connectés à deux dans la même pièce? Je... Despalanque, Véro, je crois que c'est toi. Je vais voir si je peux couper. Est-ce que... Ouais, ça y est. Ah, on est mieux là. Alors, donc quand vous vendez un bien en copropriété, vous vous devez d'avoir des connaissances solides. C'est une obligation en tant que conseiller en immobilier. C'est pas une option. La première chose qu'un client acquéreur peut vous demander sur la copropriété, à votre avis. Les travaux qui vont y avoir à faire et à Exact. payer surtout. Les travaux qui sont susceptibles d'intervenir dans les futures années. Et ça, vous trouvez ça où? Dans les PV, L'Assemblée, Prêt les à PV dater. d'Assemblée générale. Très bien. Quand vous prenez un bien en copropriété, soyez honnête. Est-ce que vous lisez tous les PV, enfin les 3 derniers PV d'Assemblée générale? moi je lis les 3 derniers, oui. Ouais. Alors maintenant, je le Sûr. fais parce que je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps. Mais ouais, c'est hyper important. Alors, vous prenez pas trop la tête avec les premières résolutions parce que c'est les résolutions bateau, à savoir vote du budget, élection du syndic, etc. C'est surtout les dernières résolutions qui sont importantes. Quoique, l'approbation des comptes peut être important aussi, puisque dans la approbation des comptes, qui est en général la 4e ou la 5e résolution, ben, il est dit s'il y a un dépassement du budget ou pas. Donc ça commence à parler en termes de dépenses sur la copropriété. Parce que si un syndic établit le budget correctement d'une copropriété, normalement, à la fin de l'année, on ne doit pas rallonger avec le portefeuille. Parfois, il arrive qu'il y ait eu des dépenses imprévues, surtout sur les copropriétés vieillissantes. Donc, bah, il y a un dépassement de budget. Un client acquéreur tatillon, il peut vous demander pourquoi. Et comment vous trouvez à quoi correspond ce dépassement de budget? En voyant avec le syndic, non? Pensez-vous que le syndic il va répondre à vos questions? Bah, déjà, le syndic, il faut réussir à les contacter les 3 quarts du temps, c'est pas ça. Donc, Ouais, complètement. Après, pour avoir été gestionnaire de copropriété pendant des années et devoir gérer 50 immeubles, je peux vous assurer que les agents immobiliers qui m'appelaient pour poser des questions sur la copropriété, alors que tous les documents étaient sur l'espace intranet et il pouvait y avoir réponse dedans, c'était pas ma priorité, hein. Donc, il faut le comprendre aussi, même si les syndics ils nous font bondir quand on est conseiller en immobilier, parce que, on a besoin de nos réponses, on a besoin de nos pré-états datés, nos états datés, etc., et que ça n'arrive pas. À côté de ça, je sais le taf qu'ils ont. C'est énorme. Donc, on n'est pas leur priorité. Donc, on doit savoir aller chercher les infos nous-mêmes. Dans le relevé des charges, non? Je sais pas. Dans la convocation d'assemblée générale, dans laquelle est jointe toute la comptabilité de la copropriété. Alors, ce n'est pas une mince affaire à étudier, je vous l'accorde. Mais vous avez notamment sur l'annexe 3 le budget et en face les dépenses. Donc ça vous permettra d'analyser ben, sur quel poste le budget a explosé. Et donc toutes les convocations d'assemblée générale sont disponibles sur l'espace intranet de votre copropriétaire, enfin de votre client. Moi, j'ai ma cliente qui n'a pas d'intranet. Elle m'a dit qu'elle avait tout en papier. L'intranet est obligatoire. Donc elle ne peut pas ne pas avoir d'intranet. Ce qu'il Ah oui, faut elle ne l'utilise demander, pas alors. elle l'utilise pas et elle a même pas peut-être pas fait son compte. Oui, c'est ça. Normalement, en général, la plupart des syndics, ils mettent les identifiants sur les appels de charge. Donc, il y a beaucoup d'infos sur les appels de charge, mais essaye de regarder en haut à droite, en haut à gauche, tout en bas de la page, si elle a des identifiants. Et auquel cas, normalement, tu peux lui créer son compte. Moi, je l'ai fait pour un copropriétaire il n'y a pas longtemps. Sinon, tu écris un mail au syndic pour leur demander l'accès et puis ils te répondront. Mais écrivez un mail parce que un coup de téléphone, enfin, on sait très bien qu'on a du mal à les avoir, les syndics. Donc alors, les travaux. Donc, comme on le disait, les renseignements, vous allez les trouver sur les 3 derniers PV d'Assemblée générale. Mais il y a un autre document qui est très important sur lequel vous pouvez repérer tous les travaux qui ont été réalisés sur les 10 dernières années. Le carnet d'entretien, non? Tout à fait.
Le carnet d'entretien, il relate l'équipe de gestion de la copropriété, l'année de construction, les règlements de copropriété et ses modificatifs, tous les contrats d'entretien sur la copropriété, y compris le contrat d'assurance. Et normalement, mais ce qui n'est pas toujours le cas, normalement, tous les travaux réalisés sur les 10 dernières années, les gros travaux, hein, pas les petits travaux d'entretien, les travaux votés en assemblée générale. Donc, si jamais sur le carnet d'entretien, mais il n'y a pas toutes ces infos, vous pouvez faire un petit mail au syndic en lui disant, écoutez, normalement, on devrait avoir les travaux sur les 10 dernières années. Est-ce que vous pouvez au moins me communiquer les plus gros? Laïla, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Dès le départ, les documents, les 3 derniers PV, tout ça, enfin, ce qu'on peut appeler le pré-état daté, là, tu dois le donner obligatoirement aux- aux acquéreurs potentiels dès le début? Alors moi, je le conseille fortement. Moi, quand je prends un mandat d'un bien en copropriété, je demande tous les documents que je dois avoir sur le dossier, pour le dossier notaire. Donc, y compris les 3 derniers PV, le règlement de copropriété et ses modificatifs, dernier appel de charge, dernière régularisation de charge. Je vais vous expliquer pourquoi après. Le carnet d'entretien, la fiche synthétique. Tout Et ça, ça, tu tu le le donnes aux demandes à acquéreurs l'acquéreur? dès le départ. En fait, moi, ce que je donne, Dès- c'est dès le départ, juste après une visite, s'il a un intérêt pour le Ouais, bien. c'est ça. Ouais. J'envoie la fiche technique, les 3 derniers PV d'Assemblée générale, le règlement de copropriété si ça a une importance pour le client, notamment pour les investisseurs qui souhaitent faire du Airbnb, ça peut être utile. Ouais. Fiche Et- synthétique, carnet d'entretien en fonction du profil client, mais je suis en mesure en tout cas de tout donner. Et je connais tout D'accord. par cœur. J'ai tout étudié avant de faire mes visites. Parce que si le client il vous dit ah il y a quoi comme travaux de prévus là pour ces prochaines années Oui. Non, il n'y a rien. Il y en a plein qui disent non, 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 il n'y a rien. Ouais. Sauf que s'il s'aperçoit le client que vous lui avez menti ou que vous lui avez Hmm. pas dit la vérité soit par mensonge, soit par manque de connaissances, hein, eh ben, vous faites péter votre vente, hein. Hmm. Parce que quand on a un ravalement à prévoir dans les 4 5 futures années à la suite de l'acquisition, je peux vous assurer, quand c'est un budget de 10 000, 20 000, 30 000, quand c'est une rénovation énergétique, ça change la donne en termes de budget, hein. Hmm. Donc, hyper important de bien analyser tous ces documents-là. Ok. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi, quand il y a un ravalement qui va, je dis ravalement ou autres gros travaux, ça peut être toiture, réfection de toiture terrasse, réfection d'enrobés. Ça coûte très cher, les réfections des allées, des parkings, des enrobés, etc. Donc, tous ces gros travaux qui peuvent potentiellement intervenir sur une copropriété, ils vont intervenir dans les futures années à la suite de l'acquisition de votre client, il faut aussi savoir valoriser et dire que, bien évidemment, vous aurez une copropriété ben, où le ravalement sera fait, où une rénovation énergétique sera faite, et ben, ça va valoriser la valeur de votre bien. Ça, il faut savoir l'expliquer. Si le client vous dit, ouais, mais bon, moi, si je dois rallonger 10 000 ou 20 000 d'un coup comme ça va être compliqué pour moi. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme alternative? Séparer les frais avec le vendeur. Alors ça rentre dans le cadre d'une négociation, mais au-delà de ça, une fois que votre client, il a acquis son bien, 3 ans plus tard, le syndic met à l'ordre du jour le ravalement. Il faut qu'il paye le ravalement. Il en a pour 10 000, 15 000, 20 000 euros. Il y a des aides. Il y a des aides seulement dans le cadre des rénovations énergétiques. Si c'est un ravalement simple, vous n'avez pas d'aide. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, et Et ça, votre non, non, il peut demander un étalement après de ses paiements. alors un étalement, non, ce n'est pas exactement le terme. Et il faut le savoir, ça, parce que si un client vous en parle, vous pouvez lui apporter des solutions. Et toutes les copropriétés proposent aux copropriétaires un emprunt collectif à adhésion individuelle. Hmm. Donc en fait, c'est la copropriété qui emprunte et chaque copropriétaire rembourse ce qu'il a emprunté à titre individuel. C'est des prêts qui sont en général de l'ordre de 1%, donc très favorables. Et surtout, il n'y a pas de condition si ce n'est qu'être à jour de ses charges. Donc même une mamie de 80 ans, elle peut emprunter dans le cadre d'un coprosan. Ça s'appelle un coprosan. Pardon, j'ai pas Mais entendu. Hein. Un quoi? Un coprosan, c'est
le Comment tu- nom qui est donné à ces emprunts collectifs à adhésion individuelle pour les copropriétés, pour les travaux, pour le financement de travaux. Et ça, c'est bien de le savoir parce que si un client acquéreur vous dit non, mais moi, dans 5 ans, j'aurai pas 10 000 à mettre sur la table, et ben vous lui expliquez que le syndic sera en mesure de lui proposer des solutions pour échelonner ses paiements. Donc, c'est pas la copropriété qui avance les fonds, quoique ça peut arriver dans certains cas, mais si je vous explique ça, je vais vous perdre. Donc c'est trop complexe. Mais c'est en fait le syndicat des copropriétaires, donc la copropriété, le syndic qui monte un dossier d'emprunt auprès de la banque. Je crois que maintenant c'est la Caisse d'épargne qui fait ça. Avant c'était Crédit Foncier. Et donc ils empruntent pour tous les copropriétaires qui souhaitent emprunter. Et après, chaque copropriétaire rembourse ses quotes-parts. William, tu as une question? Oui, c'est obligatoire au syndic de proposer donc cet emprunt collectif Oui, à adhésion individuelle? oui. D'accord. Ok. Est-ce que ça marche aussi sur les copros bénévoles? Ça marche, certainement. C'est complexe à mettre en place parce que un syndic bénévole, c'est pas un professionnel. C'est pas facile hein, pour quelqu'un qui est non sachant de gérer ce type de dossier. Pour avoir géré des dossiers comme ça, il faut s'accrocher, hein. Mais c'est pas impossible parce que toutes les copropriétés peuvent en bénéficier. D'accord, merci. Et ça peut être monté pour une partie simplement des copros? Oui, chaque copropriétaire emprunte ce qu'il veut sur la durée qu'il souhaite. Après, il y a une durée max de 15 ans. Je n'ai plus exactement les modalités, puis ça a changé depuis le temps. Mais en fait, si demain, tu as une quote-part de 10 000 à payer et que tu veux emprunter que 5 000 par le biais du coprocent, tu peux. Et tu peux établir ton échelonnement. Alors, il propose plusieurs durées. Je crois qu'il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ok. Tu peux redonner le nom, s'il te plaît? Le co? Coprocent. Coprocent. Comment tu écris ça? Copro, Je comprends pas. loin, 100. C'est fait. Le chiffre 100. Ah, ok. Ah, Ah, ok. J'avais pas compris. Copro. Ok. Donc ça, c'est important de le savoir. La deuxième chose qu'un client peut vous demander pour un bien qu'il souhaite acquérir en copropriété, à votre avis, c'est quoi une des choses les plus importantes, le Le nerf? montant des charges? Les charges. Il est impératif de savoir ce que comprennent les charges. Mm. Très souvent, vous avez des clients qui vont vous dire, ouais, mais les charges, elles sont chères. Ouais, elles sont chères. Elles sont peut-être chères, mais il faut quand même savoir ce que ça comprend. Comment vous savez ce que comprennent les charges? Sur les relevés qu'il y a sur le site du syndic, là? Complètement. comptes Les de relevés charges, de hein. charges. Qu'est-ce qui fait la différence souvent sur les montants des charges? Ascenseur ou pas? Ouais. Les frais de syndic. C'est pas ce Le qui fait la chauffage, différence. les jardins, les parties le communes. chauffage collectif. Commune. Ouais, Chauffage, ouais. chauffage d'eau chaude. On voit vraiment la différence entre un bien en copropriété où on a un chauffage et eau chaude individuel et un bien en copropriété où on a un chauffage et eau chaude collectif. Mm. Donc ça, il faut savoir l'identifier. Bah, tout simplement, dans le relevé de charge, vous avez la rubrique chauffage. Mais ça, la personne qui vend peut nous le dire, hein, si elle a un compteur à part pour son chauffage. Je pense qu'on peut Alors, savoir tout de suite, non? attention, le compteur à part pour le chauffage, c'est pas tout le temps, hein. Donc il y a plusieurs possibilités. Vous avez soit les copropriétés, on va parler d'appartements, c'est les copropriétés les plus classiques. Soit l'appartement où les charges comprennent l'entretien des parties communes, les frais de syndic et rien d'individuel. Il arrive, c'est rare, mais il arrive qu'il y ait des appartements où ils ont les compteurs d'eau directement avec le fournisseur, Veolia ou autre. Mm. J'ai une copropriété près de chez moi qui est comme ça. C'est hyper important d'y faire attention parce que si vous annoncez à votre acquéreur que l'eau est compris dans les charges et que ce n'est pas le cas, posez toujours, toujours cette question. Notez bien les points importants là sur les charges. Donc, il peut arriver que rien ne soit compris à titre individuel. Donc, on a juste l'entretien des parties communes et les frais d'assurance, les frais de syndic, de gestion de la copropriété, les honoraires du syndic.
Deuxième cas de figure, on a un appartement avec l'entretien des parties communes, l'assurance, les frais de gardiennage aussi. Vous avez des fois des gardiens, hein, ça rentre dans l'entretien des parties communes. Et l'eau froide. L'eau froide comprise dans les charges. Attention, deux cas de figure. Soit vous avez un compteur d'eau individuel, soit vous n'en avez pas. Auquel cas, s'il n'y en a pas, et ça arrive, et c'est très fréquent, surtout dans les vieux immeubles, dans ce cas-là, l'eau est facturée au copropriétaire en tantièmes de charge. Est-ce que vous savez Mhm. ce que sont des tantièmes de charge? Oui, Oui. S'il y a mais quelqu'un qui enfin. ne sait pas, n'hésitez pas. Alors, oui, mais je veux bien un rappel quand même au cas où, s'il te plaît. Alors, des tantièmes de charge. Euh, le règlement de copropriété, qui est la Bible de la copropriété, établit la quote-part de partie commune dont chaque copropriétaire doit avoir les frais. Donc, plus l'appartement est grand et plus l'appartement est haut placé en termes d'étage, plus les tantièmes sont grands. Les tantièmes, en fait, ils sont calculés sur le critère d'utilité. En d'autres termes, plus un copropriétaire utilise des parties communes, plus il paye. Donc s'il est au quatrième étage, il paye plus que celui qui est au rez-de-chaussée. Celui qui est au rez-de-chaussée, il ne paye pas de charge d'ascenseur parce qu'il n'a pas l'utilité de l'ascenseur. Sauf s'ils montent voir les copains, mais c'est les copains qui payent pour lui. Sauf s'il y a un parking souterrain. Bien sûr. Ça, si on a un parking souterrain, moi je parle vraiment que de l'appart là. Si on a un parking souterrain et qui a nécessité de passer par l'ascenseur pour accéder au parking, il paye des charges ascenseur, mais sur la base de ses tantièmes de parking. Donc en général, les tantièmes de parking, c'est peanuts. Donc c'est quelques euros. Donc voilà ce que c'est des tantièmes de charge. Et donc ça répartit tous les frais de la copropriété à hauteur de chaque copropriétaire. Et c'est un géomètre qui les établit au moment de l'établissement de la copropriété. L'esquisse d'étage. Comment? Au moment de l'esquisse d'étage. Oui, ou au moment d'une mise en copropriété, parce que des fois, Mhm. vous avez des immeubles qui sont en monopropriété. Un propriétaire souhaite vendre plusieurs appartements et en garder certains. Là, on passe sur une mise en copropriété. Ça va? Oui. Ouais. Si je vous perds, vous m'arrêtez, hein, parce que je sais que c'est pas facile. Je regrette pas Mais d'être venu, hein. Donc, je reviens, je regarde l'heure. Oh, il va falloir que je passe la vitesse supérieure. On va déborder. Donc, premier cas de figure, on a un appart. Ça comprend l'entretien des parties communes et rien d'autre. Deuxième cas de figure, les charges comprennent entretien des parties communes et l'eau froide. L'eau froide, soit on a des compteurs, enfin un compteur, soit on n'en a pas. Si on n'en a pas, c'est facturé en tantième de charge. Si on en a, c'est facturé en tantième de charge. Et en fin d'exercice, il y a le relevé des compteurs. Et là, le syndic fait la répartition en fonction si on a trop dépensé, donc plus Mhm. que ce qu'on a payé, ou moins. Donc là, il y a une régularisation de charge. Et cette régularisation de charge, vous pourrez l'obtenir après Assemblée générale dans le document qui s'appelle répartition des charges ou régularisation de charges. À titre individuel, chaque copropriétaire, après l'approbation des comptes en Assemblée générale, a sa petite régule de charge. Troisième cas de figure, les charges comprennent l'entretien des parties communes, l'eau froide et le chauffage. Parce qu'on a une chaufferie collective, on a un chauffage en géothermie. Je ne vais pas vous expliquer les différents Et types de toi, chauffage, c'est pas l'objet. Comment? t'as bien dormi? Sandra? Donc voilà, troisième cas de figure. Donc ça comprend l'eau froide, le chauffage, l'entretien des parties communes. Pareil, il y a des copropriétés, surtout dans les copropriétés récentes, les anciennes plutôt pas, mais copropriétés récentes où le chauffage peut être décompté par des compteurs de calories, des compteurs de géo, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez du comptage de chauffage qui existe. Vous avez soit des répartiteurs, soit des compteurs calorifiques, je crois que ça s'appelle.
Donc, pareil, régule en fin d'année comme l'eau froide. Et troisième cas de figure, vous avez donc le bien avec des charges qui comprennent l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage. Donc, l'eau chaude, j'ai déjà vu des cas où vous avez le chauffage collectif et eau chaude en ballon individuel, où vous avez chauffage, eau chaude, eau froide, tout en collectif. Auquel cas, vous avez souvent des compteurs eau froide, des compteurs eau chaude, compteurs chauffage, c'est souvent sur les immeubles récents. Et là, pareil, régule en fin d'exercice, en fonction de ce qui a été dépensé par chacun des copropriétaires. Et donc, quand un copropriétaire vous dit, je finis sur ça, je crois qu'il y a quelqu'un qui va intervenir, mais quand un copropriétaire vous dit, ah, mais les charges, elles sont chères. Ouais, mais les charges, elles comprennent eau chaude, eau froide, chauffage. Donc, quand vous avez, on va prendre le cas d'un appartement 3 pièces classique, on va dire, quand il n'y a que l'eau froide qui est compris dans les charges, on part sur une base de 150 € à peu près. Par contre, quand on a le chauffage et l'eau chaude compris dedans, on passe facile sur du 300 €. Donc le client va vous dire, ah, les charges, elles sont chères. Ben oui, mais bon, si vous regardez vos dépenses à titre individuel, que vous soyez en location ou propriétaire actuellement, de chauffage et d'eau chaude, combien ça vous coûte au mois? Facile, 150. Donc non, on n'est pas trop cher, on est juste au prix. On C'est est au... sur combien de temps? Sur 3 mois, Je suis sur la non, mensuel, à peu près. mensuel. Ok, merci. 300 balles de charge, eau chaude, eau froide, chauffage compris dans les charges pour un appartement 3 pièces classique, c'est le prix. Isabelle, tu veux intervenir? Oui, juste une petite question. Est-ce que quand il y a l'eau chaude compris dans la charge, il y a forcément l'eau froide? Oui. Oui, hein, c'est logique. Ok, c'est À bête ma part, question, mais je à voulais être part une sûre de ça. copropriété aliène, après tout peut exister, mais Mais en général, oui. D'accord. Merci. et pareil, si vous n'arrivez pas à identifier, parce que parfois il y a des rubriques qui sont condensées sur les appels de fonds. Si vous n'arrivez pas à tout identifier, vous prenez la régularisation de charge. Et sur cette régularisation de charge, vous avez les lignes de régule d'eau froide, d'eau chaude, de chauffage. Ok. Donc là, vous allez beaucoup mieux identifier. Est-ce que ça va pour tout le monde pour les charges? Oui. Ce qui peut être important aussi pour un client qui va acheter un bien en copropriété, c'est les fameuses procédures en cours. Alors, vous avez deux types de procédures en cours. Des procédures juridiques à l'encontre d'un tiers, donc quand la copropriété attaque une entreprise, par exemple, ou quelqu'un pour un préjudice. Je pense souvent aux copropriétés récentes où il y a des procédures à l'encontre du promoteur. Ça, c'est fréquent. Donc ça, c'est une procédure juridique classique. Donc ça, vous allez la connaître comment? Sur Sur le le PV d'Assemblée générale? PV d'Assemblée générale, parfois, quand la procédure dure depuis longtemps, il n'en réfère pas tous les ans. Il faut savoir qu'une procédure contre un promoteur, c'est des années et des années. La plus longue que j'ai connue, moi, en tant que gestionnaire de copropriété, elle a duré 14 ans. Oh. Ouais, c'est long. Donc parfois, le syndic ne remet pas toujours sur le tapis, sur le PV d'Assemblée générale, même s'il devrait. Il y a des frais liés, on Mais oui, voit il y a des apparaître. frais. Il y a des frais qu'on peut voir sur le relevé général des dépenses, par exemple, dans les annexes de la convocation d'Assemblée générale. Dans la fiche de synthèse, peut-être, non? Je pas sûre parce que Non, le on peut pas syndic ne retrouver fait ça. pas toujours le job de le référer. Par contre, n'hésitez pas à questionner votre client vendeur. En général, quand il y a une procédure, ils le savent. Sinon, ça doit être stipulé sur le pré-état daté. Le conseil syndical, parfois, communique les infos aussi. Complètement. Si vous n'arrivez pas à avoir des infos de la part du syndic, allez taper à la porte du conseil syndical. En plus, ça vous laisse l'opportunité de vous faire des bons amis pour les recommandations. Et il y a un deuxième type de procédure, c'est le recouvrement des charges, les impayés.
Et ça, vous pouvez le voir aussi dans les annexes de la convocation d'Assemblée générale. Vous avez les copropriétaires débiteurs sur l'annexe 1 de la convocation d'Assemblée générale. Et vous avez normalement aussi l'état des copropriétaires au 31 décembre ou à la date de clôture des comptes. Ça vous donne une idée. Parfois, vous avez des gros recouvrements de charges ou des grosses dettes de charges de copropriétaires. Si vraiment ça vous interpelle, et c'est censé vous interpeller, posez-vous la question pourquoi. Demandez à votre client, demandez au conseil syndical, demandez au syndic. Moi, une fois, il m'est arrivé d'avoir un impayé sur une copropriété de 90 000 euros. Je me suis dit, mais c'est dingue. Quand j'ai regardé les détails dans la convocation d'Assemblée générale sur l'état de répartition des copropriétaires, je voyais pas, le plus gros copropriétaire débiteur, c'était le mien, il devait 16 000 euros. Mais je voyais pas d'autres gros copropriétaires. Donc, du coup, j'ai appelé le syndic et il m'a expliqué qu'il y avait eu des travaux votés de réfection d'enrobé du parking. Ça coûte très, très cher. Et les copropriétaires avaient souscrit à un emprunt collectif à adhésion individuelle. Mais là, ils avaient dû commencer à payer les factures liées aux travaux, mais la banque n'avait pas encore versé les montants des sommes empruntées. Et c'est pour ça qu'il y avait un gros solde débiteur. Donc, quand vous avez une interrogation comme ça, allez chercher l'info. Plutôt que arriver le jour de la signature de la promesse de vente, le notaire, il soulève le truc et vous n'avez pas de réponse, là, il signe pas. Donc, soyez curieux, allez analyser les documents, c'est votre devoir. Si un copropriétaire, un vendeur fait appel à vous, c'est bien pour que vous le soulagiez sur toute cette partie-là. C'est votre rôle. Petite question, Leïla. J'ai une question, moi Oh, aussi. pardon, désolée, je t'ai coupé. Vas-y. Oui, juste une question peut-être un peu bête, mais si par exemple il y a une personne qui ne paye pas ses charges dans l'immeuble, est-ce que ça change les charges pour tous les autres copropriétaires? Enfin, Alors, il y a ils vont devoir plusieurs en fait étapes. prendre Plusieurs cette étapes. charge à sa place. In fine, oui, les autres copropriétaires peuvent payer pour lui. Plusieurs étapes. Donc, première étape, le copropriétaire ne paye pas ses charges. Donc, le syndic a le devoir de le relancer sur ses charges impayées. Il faut savoir que le rôle premier d'un syndic, c'est de recouvrir les charges. C'est son premier rôle. Donc, relance, mise en demeure. Au bout de 2 trimestres d'impayés, il envoie son dossier à l'avocat pour une procédure à son encontre. Procédure se passe, le jugement intervient, il est condamné à payer ses charges. Tous les frais d'avocat, c'est le syndicat des copropriétaires qui doit payer. Donc c'est déjà des premiers frais à avancer. Le copropriétaire a été condamné à payer ses charges, mais il ne les paye toujours pas. De nouveau une procédure pour une mise en vente par adjudication. Au préalable, le syndic demande l'autorisation à l'Assemblée générale par le biais de la convocation d'Assemblée générale et de l'Assemblée générale qui se tient de lancer la mise en vente du bien par adjudication. Cette procédure, elle dure environ 2 ans. Donc pendant tout ce temps, le copropriétaire, il ne paye pas. Donc pendant tout ce temps, il y a un trou dans la caisse. Donc il est probable que le syndic fasse des appels exceptionnels pour combler le trou en attendant que la procédure soit finalisée. Il faut savoir que le syndicat des copropriétaires a un super privilège. Il a le privilège sur tous les prêteurs de deniers, sur tous les créanciers concernant l'appartement, de l'année de charge en cours plus les 2 années antérieures. Donc sur 3 ans, il a le super privilège. Il est censé être le premier à se servir sur la vente par adjudication de l'appartement. C'est pour ça que, en fait, quand vous avez un copropriétaire ou un client qui vous dit, ouais, mais à l'ordre du jour, il y a des ventes par adjudication, moi, ça me fait peur. Des fois, c'est pour des copropriétaires qui doivent 3 000 euros. J'ai eu le cas récemment. Donc, le copropriétaire doit 3 000 euros. Le syndic, il a bien fait son taf. Il a tout de suite enclenché les bonnes procédures parce qu'une vente par adjudication, ça dure 2 ans. Donc, pendant 2 ans, le mec, il paye pas. Donc, si on attend trop longtemps, eh ben, on va dépasser ces 3 années de super privilège. Et là, ben, in fine, toutes les sommes qui ne sont pas recouvrées, qui payent? Les autres. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous expliquer? Oui. Ouais, c'est super, merci beaucoup. Je t'en prie. Steph, Ouais, une merci. question?
Oui, si c'est le vendeur qui a des dettes, justement, ça se passe comment? S'il Alors, prend la décision de vendre par lui-même et qu'il lui-même a des dettes. la première chose que vous devez faire, c'est prendre attache avec le syndic pour savoir où en est la procédure de recouvrement. Si il y a eu un jugement qui n'a pas été respecté, ça peut être problématique. La première chose à faire, c'est d'essayer de traiter à l'amiable avec le syndic en lui demandant comment est-ce qu'on peut traiter ensemble pour que tout se passe bien, pour que moi je puisse vendre le bien dans les meilleures conditions et faire en sorte que tout le monde récupère ses sous parce que le syndicat des copropriétaires, il a tout intérêt à ce que la vente se passe bien et à l'amiable parce qu'il est sûr de tout récupérer, y compris les frais. Le syndic, il lui a foutu plein de frais au copropriétaire débiteur. Donc là, il récupère à la vente via le notaire. Ok, Si jamais la vente par adjudication, elle a déjà été lancée, là, malheureusement, on ne peut plus faire grand-chose, hein. d'accord, merci. Si un jour vous avez le cas et que vous avez un doute, n'hésitez pas à me passer un coup de fil, je vous dirai. Parce que c'est hyper important, commencez pas à bosser si c'est perdu, hein. Ouais. Donc voilà pour les impayés. Donc c'est important d'avoir une vue sur les impayés, surtout celle de votre copropriétaire. Moi, figurez-vous qu'un jour, je prends un bien en vente. Donc je demande au propriétaire de bien vouloir m'envoyer tous les documents, les PV d'AG, les appels de fonds. Il me les envoie pas. Je me dis, putain, il se fout de ma gueule. Et donc, du coup, ce que je fais, comme j'ai plein d'amis gestionnaires de copro, parce que bah, j'ai fait ça pendant longtemps, je regarde le syndic, et c'était le syndic dans lequel j'avais une amie qui était gestionnaire. Je lui dis, envoie-moi les trucs. Elle m'envoie le truc. Putain, je regarde les PV. Il était à l'ordre du jour parce qu'il n'avait pas payé ses charges, le mec. Du coup, je l'appelle. Je dis, mais vous m'avez pas tout dit. Et il me dit, je suis désolée, Leïla, j'étais gênée. J'ai dit, bon, bah écoutez, je vais traiter avec le syndic. Donc, j'ai traité avec le syndic. Je leur ai demandé des délais supplémentaires pour pouvoir vendre le bien. Je les tenais informés au fur et à mesure du temps. Dès qu'il y a eu une promesse de signer, je leur ai fait copie de la promesse. J'étais vraiment euh, très, très ponctuelle dans mes relations avec le syndic et ça s'est hyper bien passé. Mais soyez vigilants là-dessus, hein, parce que j'ai eu par contre une copropriétaire où l'huissier était déjà là, enfin, c'était déjà le bordel. J'ai pu rien faire, hein. Donc, j'ai pas commencé à bosser parce que ça sert à rien. Du temps de perdu. Donc, voilà. Il y a une chose que vous devez connaître aussi. C'est le diagnostic technique global et le plan pluriannuel de travaux. Oh là là, les gros mots. Est-ce que ça vous parle? Oui. Pas vraiment, vraiment. Ouais, un petit peu, ouais. Enfin, j'ai entendu, mais je suis encore paumée là-dessus. C'est hyper important que vous sachiez l'expliquer à un client. On est dans l'ère des économies d'énergie, des travaux à économie d'énergie, des DPE, nanani, nanana, une belle connerie, tout ça, mais bon, on est obligé de s'en accommoder. Les copropriétés, au même titre que les biens individuels, doivent faire des diagnostics aussi. Et donc le diagnostic technique global, c'est jumelé aussi à l'audit énergétique d'une copropriété. Et donc c'est un diagnostic qui est établi par un professionnel, qui coûte bonbon d'ailleurs, comme les DPE, comme les audits, et qui va établir tous les travaux importants à réaliser sur la copropriété par ordre de priorité. Et le plan pluriannuel de travaux, eh ben, c'est un plan qui va établir sur 10 ans tous ces travaux à réaliser sur la copropriété. Donc le diagnostic technique global et le plan pluriannuel de travaux est proposé à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. C'est une obligation. Il y a des copropriétés qui votent contre parce que ça les fait chier, parce que ça coûte cher, parce qu'ils n'en voient pas l'utilité, parce qu'ils entretiennent bien leur copro. Mais légalement parlant, ils sont obligés de le faire. Donc, si vous avez ça à l'ordre du jour, votre client acquéreur, il va vous dire qu'est-ce que c'est? Il va y avoir un ravalement. Sachez l'expliquer. C'est une obligation légale de porter à l'ordre du jour ces audits pour qu'on puisse avoir une vision sur les 10 prochaines années des travaux à effectuer sur la copropriété. Et quand le DTG et le plan pluriannuel de travaux ont été établis, c'est des documents obligatoires à fournir à votre acquéreur pour qu'il sache tous les travaux qui interviendront. Michael, tu as une question?
Oui, j'avais une question, c'est j'ai le cas en ce moment, l'appartement que j'ai pris il n'y a pas longtemps, et oui, ça a été mis à à l'ordre du jour. Ok? En fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, ils n'ont pas validé en fait, les devis. Il y avait eu deux devis de diagnostiqueurs, et en fait, moi il n'y a pas une obligation aujourd'hui, on dit que c'est obligé, mais en fait, il accepte. C'est ça que Alors je comprends, en fait. ça, c'est la loi. C'est Voilà. obligé, mais il n'y a pas de sanction. Donc, qu'est-ce que tu veux? Sauf si un copropriétaire venait à engager une procédure contre le syndicat des copropriétaires pour non-respect de cette disposition. Et la difficulté, c'est là que c'est aujourd'hui, c'est une copro en fait des années 60 et c'est sûr que il va y avoir des choses à faire dans le temps, mais c'est surtout moi la question c'est par rapport à je ne peux pas donner en fait de montant en fait Alors, non c'est seulement très compliqué. tu peux pas, mais surtout si vous avez un ravalement à l'ordre du jour et que vous n'avez pas encore de chiffrage. Non, ne donnez jamais de fourchette de montant. Vous ne savez pas quels travaux ils vont intervenir. Parce que quand vous avez des ravalements, enfin un ravalement, ça peut être une quote-part de 10 000, aussi bien de 40 000 ou de 50 000, en fonction du type de ravalement qui sera fait, en fonction d'un potentiel désamiantage en façade, parce que ça arrive aussi, qui coûte un bras. Il y a plein de paramètres qui peuvent faire que le budget peut monter très très haut. Ne vous engagez jamais sur un budget, sur une quote-part. Là, en l'état, Michael, tu ne peux pas savoir. Tu peux dire à ton client acquéreur, bah, c'est une copropriété des années 60. Donc, si vous voulez pas de travaux, vous achetez dans le neuf, mais c'est pas le même prix. Mais oui, il y aura des travaux qui interviendront. Ça sera voté en Assemblée générale. Aujourd'hui, j'ai aucune visibilité pour vous donner des montants et un type de travaux qui sera fait. Par contre, sachez que vous aurez des solutions. Sachez que si demain, il y a des travaux qui interviennent, vous aurez des possibilités d'échelonnement de paiement par le biais du coprosan. Pour ça que c'est important de savoir et de connaître ces dispositions. Et comment ça se passe pour l'estimation, enfin pour l'avis de valeur quand on sait ça? Quand on sait quoi? Enfin, quand on sait qu'il y a un diagnostic technique global qui est en cours? Toutes les copropriétés de plus de 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus, sont censées le faire. Ça n'impacte pas grandement l'estimation en l'état. Par contre, quand il y a un ravalement qui est bien engagé et qui sera à la charge de l'acquéreur, là, oui, évidemment, ça impacte l'estimation. Donc, on sous-évalue un petit peu l'estimation. Après, ça dépend du bien, du type de ravalement à venir, parce qu'en général, on le pressent, hein, et surtout de l'état d'avancement du dossier. Si tu as un cas particulier, n'hésite pas à m'appeler. Et ce diagnostic technique et le plan pluriannuel, c'est la copropriété aussi qui peuvent nous le fournir. Oui, c'est le Ah, syndic. on doit le trouver aussi. Tu dois le trouver sur l'espace intranet s'il est déjà fait. À propos de l'espace intranet, tu disais tout à l'heure qu'on pouvait le demander au syndic, mais nous, en conseiller immobilier, ou c'est obligatoirement le propriétaire uniquement? Le propriétaire, parce que le syndic, vous n'êtes pas son client, donc il va vous dire. On va pas donner? Ouais. Mais normalement, s'il est fait, il est sur l'espace intranet, hein. Parce que le mien, il suit pas du tout ça. L'intranet, il a 78 ans. Il faut que tu puisses avoir accès à son intranet. Tu Ouais, demandes mais au je sais pas syndic comment. Enfin, à part regarder sur les documents dont tu parlais tout à l'heure, mais sur son appel de charge. Ou sinon, tu fais un mail au syndic ouais, en indiquant que tu es ouais, le. que je suis en exclusivité et tout ça, je représente. Exclu ou pas, hein, tu gères la vente, Ouais, tu mets ton client en copie et tu lui ouais, demandes de bien vouloir fournir au client ses accès intranet pour que toi, en plus ensuite, tu puisses gérer et tu leur mets une petite phrase. Ainsi, je n'aurai pas à vous déranger si j'ai des besoins d'informations, par exemple. Ils merci pour le apprécieront. tuyau. Eh bah ouais, ouais, ils veulent pas être emmerdés, hein, tu sais, comme tout le monde. Ouais, bah ouais. Du coup, Euh, excusez-moi, ils ont un délai pour le réaliser, ce diagnostic ou... Normalement, ça fait un moment que ça doit être porté à l'ordre du jour. Ouais. Ouais, ça fait un moment que ça doit être fait sur toutes les copropriétés. Et Après, sinon, s'ils l'ont pas fait encore, bah, tu l'as pas. Ok. Et c'est tout. Ok. Après, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les notaires, enfin moi je suis en copie de tous les mails que les notaires envoient parce que je le demande systématiquement. Et quand les notaires reçoivent le pré-état daté,
Il demande en complément l'information sur les procédures et les impayés et s'il y a un diagnostic technique global qui a été fait et s'il y a un plan pluriannuel de travaux qui a été fait, auquel cas il demande les documents. Ok, Souvent, les notaires, normalement, tous les notaires sont censés demander au syndic ces documents complémentaires avec le pré-état daté. ok. Bon, merci. De rien. Du coup, parlons un peu du pré-état daté de l'état daté. Donc, dans le pré-état daté, il y a des documents obligatoires qui doivent être joints, à savoir les procès-verbaux d'Assemblée générale. Donc, ça, on en a discuté tout à l'heure. Et je vais vous parler de travaux particuliers aussi après ça. Le carnet d'entretien, on en a discuté tout à l'heure. Donc, s'il y a une question là-dessus, n'hésitez pas. C'est bon pour tout le monde, le carnet d'entretien? Ah, mais je comprends pas. Ça fait partie du prêt-état daté, ça? Oui. D'accord. Je croyais que c'était le prêt-état daté, c'était quelque chose en plus de tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire carnet d'entretien et tout ça, En du fait, coup. c'est les documents annexes au pré-état daté. Le pré-état daté, c'est un document qui est rempli par le syndic et qui fait l'état financier du copropriétaire et de la copropriété. Joint à ce pré-état daté, tu as donc les 3 derniers PV d'Assemblée générale. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Le carnet d'entretien. La fiche synthétique. Qu'est-ce que c'est que la fiche synthétique? Fiche de copro. C'est l'immatriculation de la L'immatriculation. propriété, au même titre d'une société. Au même titre qu'une société. Et ce qui est pas mal, c'est d'avoir la fiche synthétique tout de suite à la prise de mandat, parce que quand vous remplissez votre mandat, on vous demande le nombre de De l'eau? ils y figurent sur cette fiche synthétique. Ça vous évite de vous taper le règlement de copropriété et de compter les lots. Ouais. Il y en a qui le font, hein. Moi, j'ai déjà eu le cas où j'avais pas la fiche synthétique, j'avais pas le temps d'attendre pour rentrer mon mandat, j'ai été regarder dans le règlement de copropriété. C'est long, c'est chiant, mais ça se fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le pré-état daté? Les documents annexes au pré-état daté. Le règlement, diagnostic camion. Le règlement de copro. règlement de copropriété. Règlement de copropriété, tous ces modificatifs. Pourquoi c'est important d'avoir le règlement de copropriété? Qu'est-ce que c'est? C'est le règlement de tout ce qui se fait et autorisé. Si on met des garde-vues ou pas, si on met des brise-vues, pardon. Si les locations Airbnb, tout ça, c'est autorisé ou pas. Exactement. Surtout avec tout ce qui change actuellement. Exactement. Donc les règlements de copropriété, ça va les droits et les devoirs de chacun des copropriétaires. Je vais rebondir là-dessus pour vous parler d'une chose aussi importante. C'est quand un copropriétaire souhaite faire des travaux qui modifient l'aspect extérieur de la copropriété ou un changement de destination de son bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut qu'il fasse la demande en assemblée générale ou Une demande d'assemblée générale. Souvent, les copropriétaires, enfin les clients vont vous dire, ouais, mais bon, ça va me coûter des frais. Ça ne vous coûtera pas de frais si vous faites une demande lors de l'assemblée générale ordinaire. Un exemple basique. Un client qui souhaite acheter un appartement pour en faire une profession libérale. Le bien est à usage d'habitation. Il souhaite que ce soit un bien à usage professionnel. Et en plus, il a 2, 3 travaux d'aménagement qui affectent les parties communes. Un exemple concret, ouverture d'un mur porteur. Obligation de demander, outre les documents, enfin les demandes administratives, mairie, etc., il y a obligation de demander à la copropriété. S'il profite de l'Assemblée générale ordinaire pour le faire, ça ne lui coûte pas de frais supplémentaires. Et il est possible même pour une acquisition, alors c'est plus complexe, c'est plus long et c'est plus chiant, mais ça se fait, vous avez possibilité de mettre en condition suspensive l'autorisation de changement de destination, de réalisation de travaux pour l'acquisition du bien. Parce que si un client vous dit, ouais, mais moi, je veux acheter à condition que je puisse faire tel ou tel travaux, vous ne pouvez pas lui certifier tant que ce n'est pas approuvé par l'Assemblée générale, hein. Prenez pas ce risque. Prenez pas ce risque. Si elle vient de passer l'Assemblée générale, il faut attendre un an. Assemblée générale extraordinaire. Ordinaire. Et donc là, il faut en supporter les frais. Frais de convocation. Convocation en recommandé, ça coûte bonbon. Frais de tenue d'Assemblée générale. Honoraire du syndic.
ça peut coûter un billet, hein. Mais ça se fait. Quand tu dis il faut supporter les frais, c'est qui supporte les frais? Alors, ça dépend. Soit c'est le vendeur parce que c'est dans le cadre de la négociation, soit c'est l'acquéreur. Tout dépend du contexte, tout dépend de ce qui est décidé, etc. Et Euh, le état daté et l'état daté, excuse-moi, alors, c'est pas gratuit, c'est payant, a ah priori. ouais, malheureusement, Ouais. ça coûte un petit billet. Les prêts état datés sont... Non, l'état daté est plafonné à 380, je crois. 360 ou 380, mais je crois que c'est 380. Oui, oui. Le prêt état daté n'est pas un document obligatoirement établi par le syndic. Mais je vous défie de le faire vous-même. Puis les notaires, des fois, ils l'acceptent pas, hein. J'ai déjà fait un prêt état daté parce que je sais les faire. Le notaire, elle m'avait gonflé. Je me suis fait chier. Toutes les infos n'étaient pas sur l'intranet, donc une vraie galère. Et au-delà de ça, on n'est pas assuré pour le faire. S'il y a une boulette, c'est votre responsabilité et votre assurance, elle va vous envoyer bouler parce que vous n'êtes pas, ça n'entre pas dans vos compétences. Oui, Mais du Michael. coup, pardon. Michael. Moi, j'avais regardé pour l'appartement là dont je parlais tout à l'heure. Il y avait, nous, on peut le faire. Ça va être la première fois avec paperasse, non? Ouais, mais alors, franchement, j'ai déjà fait par un prestataire externe. Ouais. Une fois, j'ai ouvert le truc. C'était bourré de fautes. Ils ont fait de la merde finie. Mais je pèse mes mots quand je dis ça. Donc, j'ai dû le refaire moi-même. D'accord. Donc, toi, ce que Alors, tu conseilles, c'est de passer par Syndic. même si c'est plus cher, voilà, ça c'est après, c'est. Bah, comme ça, tu sécurises ta vente, parce que s'il y a une boulette, ça peut être une cause d'annulation de la vente. Tu te Oui. protèges, parce que tu aurais été de bons conseils, et tu le fais surtout pas toi-même. Non, alors, ouais, de toute façon, ouais. alors, Oui, si j'ai bien compris, oui, qui parlait? Isabelle, pardon. je suis pas sûre d'avoir bien compris, parce qu'en fait, c'est le syndic qui doit le donner, mais il n'est pas obligé, c'est pas obligatoire, c'est ça que je C'est comprends pas un pas. document obligatoire. Le prêt Et est s'il daté. le fait pas, ouais, Alors, comment on je fait? m'explique. Le Hmm. prêt état daté n'est pas un document obligatoirement établi par le syndic. Mais le syndic propose de le faire pour un montant conséquent. En général, on est de l'ordre des 300 balles. Des fois, on va jusqu'à 360, 380. Des fois, on est à 280. C'est à la tête du client. Non, je rigole. C'est en fonction des contrats de syndic. En fonction des syndics. Euh, le client peut le faire lui-même. Mais c'est complexe. Déjà, ce que je vous explique déjà, enfin, depuis 11 heures là, c'est, des fois, je vois des yeux comme ça. Oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, imaginez pour un client lambda qui connaît zéro en copropriété de devoir établir un prêt état daté. Mais du coup, Leïla, Ouais. enfin, je te dis imaginer parce que j'ai eu un client qui a été quand même assez pénible. C'est un peu, monsieur, je connais tout mieux que tout le monde. Si il me dit, non, moi, j'ai pas envie de payer le prêt état daté, ça me fait chier parce que je dois déjà payer plein de trucs. Qu'est-ce que moi, je peux éventuellement lui répondre pour lui dire, bah, c'est pas obligatoire. Donc, d'un côté, je peux pas lui dire, bah oui, mais il le faut, c'est obligatoire. Alors, Je peux lui expliquer, comment je peux lui c'est pas expliquer ça? obligatoirement. Attendez, une chose importante dans mes Ouais. mots, c'est pas obligatoirement établi par le syndic, mais c'est obligatoire. Ah, le prêt état daté est Le prêt obligatoire. état daté doit être fourni à l'acquéreur au moment de la signature du compromis ou de la promesse de vente. D'accord. C'est obligatoire. Au client, tu lui dis, bah écoutez, c'est pas obligatoirement établi pour le syndic, par le syndic, certes. Eh ben, si vous avez les compétences, faites-le. Par contre, faites-le bien. Parce que s'il y a une boulette, vous vous exposez à ce que la vente, elle pète, hein. Ouais, D'accord. elle peut déjà donner les 3 derniers PV, ça. Il doit au moins avoir ça. Ah, mais c'est pas les annexes qui sont le plus compliqués à Oui, faire. ouais, je pense pas que ce Ouais. soit C'est les le PV le document à plus. remplir. Ouais. Allez Les, chercher le montant du fonds de travaux, le montant du fonds de travaux allure, le montant des impayés, le montant des dettes fournisseurs. Allez chercher tout ça. Hmm. moi, je Et dirais pas. qu'est-ce que tu penses, Leïla, bonjour, Bonjour. du prêt état daté facile? Parce qu'il y a cette solution pour moins cher quand même. Là, je viens juste d'en parler. Je déconseille. Il y a C'est ça que tu déconseilles? D'accord, tout ce ok. qui est prestataire externe pour l'établissement du prêt état daté, je déconseille. Parce qu'il n'y aura pas D'accord. toutes les infos. Ne serait-ce que sur les procédures en cours,
Un prestataire externe n'aura pas les infos. D'accord. Je n'avais pas compris que tu faisais référence à eux. Je pensais que tu parlais plus de manière individuelle. J'ai D'accord. déjà pratiqué, parce que j'ai des clients crevards, hein, comme tout le monde, j'ai déjà pratiqué, j'ai déjà des clients qui ont demandé à des prestataires externes. Il y a toutes les informations n'y sont pas toujours, ou pire, elles sont parfois erronées. Et dans ce cas-là, c'est la responsabilité de l'entreprise, du prêt à dater facile s'il y a une boulette. Ouais. C'est la responsabilité du vendeur, charge au vendeur de se retourner contre le prestataire qui a établi le prêt état daté. D'accord. Ok, merci. Mais on met en risque la vente pour quelques centaines d'euros. Ouais, Est-ce que ouais. ça vaut le coup? Mm. Alors, après, je te donne la parole, Sabine, mais je parle souvent de posture, de la façon dont vous allez aborder vos clients. C'est vous le professionnel, c'est vous qui donnez les conseils, c'est vous qui menez la barque. Sachez dire à un client, là, non, on ne peut pas économiser 200 balles ou 300 balles parce que ça en va de votre responsabilité. Moi, je vous conseille de faire les choses proprement, de faire les choses bien et de dépenser 300 balles pour sécuriser votre vente. Moi, j'ai des clients qui tentent. Ouais, mais Leïla, on a vu que sur Internet, on pouvait le faire pour 60 euros. Je leur dis, écoutez, vous voulez mettre en péril votre vente, faites. Ce ne sera pas de ma responsabilité. On n'est pas à 300 balles près quand on vend un bien ou qu'on achète un bien à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 et plus. Donc, vous voulez mettre en péril votre vente, ça va vous coûter plus cher in fine, je vous le dis. Ayez cette posture de professionnel. Après, c'est sûr que pour être un professionnel avec une posture forte, bah, il faut avoir des compétences. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que je tiens à, à vous transmettre bah, ce que je sais. Après, j'ai pas la science infuse, mais je me forme en permanence. Et formez-vous en permanence pour déjà avoir la bonne posture et être à l'aise et être légitime. Parce que si vous avez la moitié des connaissances, eh ben, vous avez la moitié des compétences d'un agent immobilier. Et c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'être le meilleur. Un client, il va vous choisir parce qu'il estime qu'il peut vous faire entièrement confiance, surtout quand il vous confie une exclue. Donc soyez à la hauteur. Formez-vous en permanence. Et n'oubliez pas que la machine la plus importante que vous avez, c'est vous. Donc formez-vous en permanence. Investissez sur vous. Prenez soin de vous. Prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps de vous reposer parce que tout part de vous. Sabine, Cette formation, Léla, pardon. comment? Cette formatrice. Oui. Et on vous joint dans quel pôle? Alors, je ne suis pas sur les pôles de formation, je ne suis pas formatrice habilitée du réseau. Pour le moment, c'est un choix. Parce que ce que j'enseigne à mes filleuls et ce que j'enseigne aux personnes que j'accompagne en dehors d'IAD, c'est pas les formations d'IAD. Après, peut-être que je serai formatrice habilitée un jour si je le décide. C'est pas mon choix aujourd'hui parce que ça ne correspond pas à ma façon de travailler et ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de transmettre. Après, les formations du réseau, elles sont très très bien. Je les critique pas. Mais moi, je travaille de façon différenciante et ça marche plutôt pas mal puisque cette année, j'étais top 25 France. C'est pas une prétention de ma part, hein. C'est juste pour vous expliquer que j'ai décidé de bosser de manière différenciante pour aller chercher la performance. Oui. Excuse-moi, Léa. Oui. Je reviens sur le prêt état daté. Et moi, le syndic m'a répondu qu'il me le communiquait, effectivement. Alors, on a payé 190 euros, qui n'est pas très cher, mais qu'il était valable un mois. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra recommencer parce que j'en suis qu'au stade des visites, moi. Mais il ne faut pas le faire tant que tu n'as pas de promesse de vente. Ah, ben, je sais pas, parce qu'ils me posent plein de questions, les clients. Tu as les PV, tout ça. J'ai pas tout ça, moi. Alors, il faut que tu récupères tous les documents qui sont disponibles sur l'intranet. D'accord. Mais surtout, ne fais pas le prêt état daté tant que tu n'as pas une date de signature de promesse de vente. Ah, Parce je que savais si pas tu à ne quel vends pas moment dans le le faire. mois, Oui, bah oui. tu l'as demandé déjà? Bah, je l'ai reçu hier. Merde. Hmm. Ben, challenge. Dans le mois, tu Ouais. vends. Enfin, Sinon, j'ai déjà trois clients, enfin, trois acheteurs, hein. Je fais de la vente interactive, là. On va voir ce que ça donne. bon, bah, ça va le faire. Ouais. Sinon, deuxième option. Tu utilises ton charme,
Tu vas voir le syndic, tu leur apportes les croissants et tu leur dis, s'il vous plaît, si tu vends à plus d'un mois, si dans 2 mois tu fais ta promesse, Il leur faut. tu leur apportes les croissants, tu leur dis, s'il vous plaît, je vais me faire démonter par mon vendeur. Si je dois lui occasionner des frais supplémentaires, s'il vous plaît, faites un geste, juste une réactualisation du prêt état daté. Je l'ai déjà fait, ça a marché. Parce que on n'est pas à l'abri d'une vente qui pète aussi. Donc, quand on revend plus d'un mois passé Ouais. de prêt état daté, il faut le réactualiser. Ah ouais. Donc, voilà, maintenant, tu peux prendre des cours de charme. Pas chez moi, Laïla, je suis pas très douée à ça, mais oui. et alors du coup, l'état daté, alors, c'est quand et c'est... Alors, l'état daté, tu t'en soucies pas puisque c'est le notaire qui le demande pour la signature de l'acte authentique. Ok. Donc ça, pas de difficulté. Toi, ton job, c'est le prêt état daté. Donc, D'accord. dès lors que tu as un client qui te fait une offre, l'offre est acceptée, tu montes le dossier notaire, tout de suite, tu demandes le prêt état daté parce que les syndics, ils sont parfois longs à le transmettre. D'accord. Donc, ça va allonger donc, ta date Non. de promesse de vente. Et dans le cas où c'est le notaire qui fait la demande de prêt état daté, du coup, la facturation de celui-ci, il est retenu sur la vente? Ou à quel Non, ils moment retiennent sur les charges de copro. D'accord. Ok. Michael? J'avais une question, oui, donc ce que tu disais, donc le prêt état daté, il le faut absolument pour la signature du compromis de vente, hein, c'est ça? Oui, toujours. Ok. Sinon, on signe pas. Moi, j'ai une notaire sympa. Il nous est déjà arrivé de signer avant l'obtention du prêt état daté et après, elle fait partir le délai de rétractation, la loi SRU, uniquement à réception du prêt état daté. Mais Ouais. bon, moi, en amont, j'ai déjà analysé tous les documents. J'ai fourni toutes les annexes au prêt état daté à mon client acquéreur. Il est au courant de tout. Même si le prêt état daté intervient après, il n'y aura pas d'informations nouvelles et tout se passe bien. Ouais. Et donc, moi, je bosse beaucoup avec la même notaire. Elle connaît ma façon de bosser, donc elle n'est pas inquiète. Mais encore faut-il avoir fourni toutes les informations. C'est hyper important. Ok. J'ai encore une question. Oui, non, mais avec Laïla. plaisir, je suis là pour répondre aux questions. D'accord. On m'a parlé d'un truc qui s'appelle ERP, état des risques, enfin je sais plus comment ce que c'est exactement, et ça c'est récent et ça va être mis en place en janvier 2026, paraît-il. Alors, c'est pas récent. Ah bon. C'est l'état des risques et pollution. Et ça va avec les diagnostics immobiliers que tu fais au moment où tu mets en vente le bien. Donc mon diagnostiqueur, je vais lui demander ça aussi en plus. Tu lui Euh, demandes tous les diagnostics à réaliser sur le bien et s'il est bon en fonction de l'année de construction et de la configuration, il sait les diagnostics qu'il a réalisés. mm. Et ça, Pareil, excusez-moi, je finis juste ça. Quand vous avez un potentiel acquéreur, enfin un client qui vient visiter un bien, pour générer une offre, qu'est-ce qui est le plus important d'après vous? qu'il soit La Comment? confiance. La confiance. confiance, oui. C'est de générer sa confiance. Et pour qu'il soit en confiance, il faut être en mesure de répondre à toutes ces questions. Pour répondre à toutes ces questions, il faut que vous connaissiez parfaitement le bien, juridiquement parlant, techniquement parlant, copro, tout, tout, tout. Diagnostic. Bien évidemment, diagnostic, c'est pas pour faire joli, hein. Vous les lisez avant d'aller en visite. Parce que s'ils vous demandent est-ce qu'il y a de l'amiante? Où il y a de l'amiante? Il faut que vous sachiez où il y a de l'amiante. Quels sont les axes d'amélioration de l'étiquette énergétique? Faut que vous ayez étudié toutes les axes d'amélioration, les scénarios de travaux et combien peuvent coûter ces scénarios de travaux pour passer à une étiquette énergétique supérieure. Donc, quand un client acquéreur, il est intéressé par le bien, il se sent rassuré parce que vous lui communiquez toutes les bonnes informations et vous visez pas à côté surtout. C'est comme ça que vous générez une offre. Il se sent en sécurité pour vous proposer d'acheter le bien. Donc Isabelle, toutes ces dispositions et tous les diagnostics, il faut que tu les connaisses. Mhm. Ok. Et apparemment, le ERP, il est valable que 6 mois. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et si ton diagnostiqueur est sympa, il te le réactualise D'accord. gratos.
Ok. Ouais, ça, tu le prends sur le web, il n'y a pas de problème, c'est sur les sites. Aussi, mais bon, enfin, on a déjà pas mal de choses à faire. Le diagnostiqueur peut bien nous faire ça. C'est obligatoire depuis janvier 2023, c'est pas nouveau ça. Pour tous les biens qu'on fait visiter, hein. Mm. Isabelle, ça fait combien de temps que tu es conseillère en immobilier? 8 mois. 8 mois. Bon, il faut vraiment que tu te formes sur ces points-là. Oui, 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 c'est pour ça. Ben, je rentre un appartement là, c'est mon premier, donc D'accord. c'est Eh pour ça ben, que j'étais intéressée par cette formation et j'apprends beaucoup et en même temps, je vois que je ne savais pas beaucoup de choses en fait. Donc ça, c'est important, mais tu as eu la bonne démarche. merci. Faut poursuivre. Et il n'y a pas que les formations dans le réseau, hein. Vous savez tous que vous avez avec la GFIS une enveloppe de 3 000 euros. Après, ça dépend de vos chiffres d'affaires, mais une enveloppe de 3 000 euros pour faire des formations en externe. Il y en a pas mal qui ne le savent pas. Et au-delà de ça, vous êtes votre propre outil. Donc, investissez sur vous-même. S'il faut filer un billet à un formateur pour qu'il vous donne une formation de qualité qui va vous faire Aurélie Manouchier, grandir. bonjour. Bonjour Madame Manage, je suis Olivia de Plusimo. Qui est Je vous en contacte puisque ligne? j'ai reçu de votre... Qui est en ligne? Donc, je vous disais, si vous faut investir un billet sur vous-même parce que ça va vous faire grandir, faites-le. Vous êtes votre propre outil. Enfin, investissez d'abord sur vous avant tout. Michael, tu as une question? J'avais plutôt si tu parlais de la GFIS, et moi j'ai fait aussi la semaine dernière, j'ai regardé un peu une formation sur tout ce qui est l'IA, tout ça, et je suis allé voir mon compte aussi CPF, et en fait on avait le droit, je savais pas qu'on avait le droit à 500 euros en fait par an. Moi ça fait 7 ans, et en fait là j'ai plus de 3000 € en fait sur le CPF, alors que je Sur l'avais le déjà CPF utilisé. aussi, ouais. Mais ça, tu l'as cumulé quand tu étais salarié. Ouais, mais je l'avais déjà utilisé. Et là, en fait, quand je suis retourné sur mon compte, en fait, j'avais 500. En fait, j'ai bien vu, Cathy, ma femme aussi, était chez Yadé. Et Ouais. en fait, là, je suis arrivé. Moi, j'avais tout. Je l'avais pris pour apprendre l'espagnol, donc j'avais tout vidé. Et donc là, j'ai de nouveau, en fait, 3000. On a en fait droit à 500 €. Eh ben, top, utilise-les. Voilà. Donc, et Utilise-les. ça, c'est pour aussi. Parce que nous, la GFIS, on l'a su comme ça, par hasard. Mais oui, c'est des choses qu'on connaît pas au départ. Et là, donc, il y a Et c'est CPF. pas normal de pas connaître. Bah oui. Moi aussi, je l'ai su par hasard aussi, moi, pour la GFIS. Alors, tout ce que je vous ai partagé là, s'il y a des choses qui vous paraissent floues, creusez, allez chercher. Vous êtes des entrepreneurs. Donc, c'est à vous d'aller chercher les infos. Et c'est pas la faute du parrain, de la marraine, de l'oncle, la tante. C'est vous et vous-même. Vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes responsables de votre succès comme de vos échecs. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la copropriété? Oui, je voulais juste voir avec toi, est-ce que tu peux me parler un petit peu du diagnostic assainissement? Parce que j'en entends parler de temps en temps et c'est un truc à demander apparemment un peu au dernier moment, mais je suis encore un peu perdue dessus aussi. Alors, diagnostic assainissement, il dépend des communes. Il n'est pas obligatoire partout. Donc, je vais faire simple. Tu appelles ta ville, tu appelles la mairie et tu leur demandes quelles sont les dispositions pour vérifier les réseaux d'assainissement pour une vente. Tout simplement. Ok, ok, super. Merci beaucoup. T'en prie. D'autres questions? Ouais, diagnostic, puisqu'on parle de ça, pour tout ce qui est termites, tout ça, quand tu es dans un immeuble, ça se passe comment? Ça, c'est la copro, ça, non? Non, non, non. Si Non. il y a un arrêté préfectoral qui dit que la commune est soumise au contrôle termite, tu fais le diagnostic termite de l'appart. Ouais, mais alors le brave diagnostiqueur, il fait quoi? À part l'appartement, Il lui, fait il fait le diag de l'appartement. l'appart. Comme beaucoup de Hmm. diagnostics, c'est de la merde, mais qu'est-ce que tu veux que Oui, je te c'est dise? ça, hein, parce que j'ai déjà fait sur un appart, comme ça, il a regardé le plafond de l'appart, il est parti, quoi. Il a dit que c'était Ah oui, bon. ah Alors que oui. c'est pas là qu'elle est la charpente, hein. C'est Et 2 étages comme, au-dessus. comme le diagnostic assainissement, quand on vous demande de vérifier Oui, l'assainissement d'un appartement, mais que l'assainissement de la copropriété n'est pas vérifié, mais c'est n'importe quoi. bah, c'était la commune qui était venue là, vérifier l'assainissement. Ah oui, mais bon, Ouais, enfin, ouais. Mais c'est c'est pour ridicule. Qu'est-ce que tu veux? l'état parasitaire, c'est vraiment bizarre, quoi. Ben ouais, comme beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de dispositions malheureusement qui vont à l'encontre du bon sens, mais on est obligé de s'y plier, on réfléchit pas, on y va, hein. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, c'est super pour moi. Super Eh ben, intéressant. top. Merci. Je vais mettre le replay pour que vous puissiez regarder de nouveau. S'il y a des choses qui vous paraissent floues, faites-moi un petit WhatsApp. Les messages vocaux, ça me va bien. Et en tout cas, merci pour votre participation. Merci pour votre bonne humeur. Et Merci je à vous dis toi. à bientôt. Merci. À bientôt, Leïla. Leïla. Merci, Leïla. Au revoir. Merci.